Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les manchettes les principales de cette édition. En politique, Elections Cameroun donne raison à l'opposition et à la société civile. L'organe chargé de gérer les élections au Cameroun relance les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Une opération qui va courir du 22 mai jusqu'à la convocation du corps électoral pour les prochaines échéances. La recherche scientifique droit du noir au Cameroun, le manque de financement et la précarité du plateau technique notamment en sont quelques clichés. Retour sur la rentrée scientifique qui vient de se tenir à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Faut-il craindre une hausse du prix du carburant à la pompe après les exigences du Fonds monétaire international? C'est le débat dans la seconde partie de ce journal avec notre invité, madame, monsieur. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir une fois de plus et merci de nous retrouver sur le 20h. Insécurité et incivisme se côtoient à Lokbaba, c'est un quartier de la ville de Douala. Des câbles électriques haute tension tutoient les maisons d'habitation. Le risque d'électrocution et même d'électrisation reste permanent. Dani Warren Zede et Flavien Valondongo. Moi je paye normalement mes factures. J'attends encore l'autre facture qui va venir le mois-ci là. Je les paye. Je n'ai pas d'aéré. Le danger reste là, c'est là. Ils veulent qu'on meure. Mais par la grâce de Dieu, je ne vais pas mourir. Cette situation que décrit la dame existe depuis des mois. Les câbles électriques tombés au lieu-dit tunnel Lokbaba à Douala, comme dans bien d'autres localités de la capitale économique, constituent un risque permanent pour des populations qui y vivent. Quand on sèche les habits là, il y a les câbles là qui vibrent. Et des fois, quand tu veux mettre l'habit sur la corde, par exemple, cette corde ici, quand tu veux lancer, ça te courant, ça te touche, ça te frappe. Il y a un poteau qui est tombé là, on les a appelés, on a presque fait une semaine dans le noir. Je n'ai plus peur, ainsi bien quand je traverse là, les gens me demandent que tu n'as pas peur, j'ai peur pourquoi, le Seigneur va me protéger. Des riverains disent avoir manifesté leur mécontentement à travers des courriers adressés aux responsables de la société en charge de l'énergie électrique, mais jusque-là, rien n'a été fait. 7 mois après la chute de ces poteaux. On s'est déjà plaint. Bon, si vous passez là-bas, vous allez faire l'essai, vous allez toujours vous baisser parce que vous voulez passer. C'est comme ça que tout chacun fait quand il passe là-bas. Alerté à son tour, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e s'est résolu dans une sorte de négociation avec les responsables de la même société afin de remédier aux difficultés dont font face ces potentielles victimes. Nous sommes régulièrement saisis par les populations, il faut le dire, que ce n'est pas une nouveauté, les poteaux tombent tous les jours dans les quartiers, ce qui n'est pas bien pour la sécurisation des populations. Nous comptons continuer à mettre la pression sur ces responsables personnels pour que les populations ne soient plus en danger avec ces poteaux qui tombent tous les jours. Un habitant qui a dû être transféré à l'hôpital suite à une chute de poteaux. Rendu à la Société de l'énergie électrique, agence de Brazzaville à Douala, c'est le mutisme total. Peut-être faudrait-il qu'un cas d'électrocution survienne au sein de cette population pour voir une quelconque réaction des autorités et de l'entreprise. Nouveau bilan dans l'effondrement d'un immeuble R+1. Vous vous souvenez de cet immeuble qui s'est effondré hier dans la ville de Douala. C'est aujourd'hui 3 morts et 7 blessés déjà enregistrés après qu'une dalle a cédé sur une église. Des autorités administratives au rang desquelles le préfet du département du Vouri sont descendus sur les lieux. L'église en question a été interdite de tenir des rencontres dans la ville de Douala. Et toujours dans la capitale économique du Cameroun, un autre bus de la Socature, la société camerounaise de transport urbain, est parti en fumée ce jour au lieu dit Vallée Bessengue dans la ville de Douala. Le gros porteur en question transportait de nombreux passagers qui ont tout de même réussi à s'échapper. Des détails dans ce reportage de Dallas Chana et Flor Tanko Bensi. Du feu dans un bus de transport en commun à Douala. Le spectacle a laissé sans voix les usagers de l'axe salle de fête, école publique. Le gros porteur de Socature est parti en flammes en pleine circulation alors qu'il transportait de nombreux passagers. À la montée de Bessengue, les 2 roues du côté droit, ça frôlait normalement quand il montait depuis la salle de fête. Le feu a commencé petit sur le côté droit des 2 roues. C'est là-bas que le feu a commencé. Arrivé, nous sommes sortis par la porte, tout le monde fuyait. Le feu était si petit.
On appelle les sapeurs fatigués. Les passagers à bord se sont précipités de libérer le bus en feu avant que l'incendie ne prenne plus d'ampleur. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux n'ont pas pu récupérer grand chose du bus complètement calciné. C'est maintenant qu'ils sont arrivés, quand le bus avait à tout prix. Donc le feu était tellement petit que nous, on a versé le sable pour arrêter le feu. Et je l'ai pris à la salle de fête. À la montée, là, les deux roues, ça frôlait énormément. Donc le bus était incliné d'un côté. Les roues frôlaient énormément. Ce qui s'est passé. Ça peut s'arriver en retard. C'est le deuxième spectacle de même nature en l'espace de quelques semaines dans la capitale économique. Un autre bus de l'agence de transport urbain Socatur s'est calciné il y a quelques jours à Bonanjo, non loin des services du gouverneur de la région du littoral, alors qu'il était également en circulation. Et ce litige foncier qui divise les habitants de Bidodogoum. Bidodogoum est une localité connue beaucoup plus sous l'appellation de Cité-Berge dans la commune d'arrondissement de Douala 3e. Les populations installées sur le site appartenant à une famille sont désormais sommées de régulariser leur situation. Une réunion de concertation pour sortir de la crise a été présidée ce jeudi par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e. Des détails dans ce reportage de Dani Warenze 2 et Flavien Valondongo. Ils sont environ 3000 âmes installés sur ces terres situées sur les berges du Vouri à Douala. Sous ce calme apparent, ces populations du lieu-dit Cité-Berge, bloc 1 et 2, sont sous le coup d'un litige foncier qui les oppose aux propriétaires de ces terres. Un titre foncier est délimité, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, qui nous disent où les bornes sont posées et la superficie réelle de leur titre foncier. C'est ça notre problème. Si jamais tout est déterminé et que ceux qui sont concernés, ceux-là doivent automatiquement, c'est l'état de droit. Chacun doit se conformer par rapport aux documents qu'il détient. Mais si rien n'est déterminé, on nous dit que c'est par vol d'avion qu'on a titré le terrain. La population est en train de se rebeller. Le problème, vieux de près de 30 ans, est un véritable serpent de mer. Et pour la famille d'Iboa, propriétaire terrien, ces occupants illégaux de leurs terres doivent se conformer aux règles. On ne peut plus tenir compte des bouts de papier. Beaucoup de choses se sont passées et on les a balayées d'un revers de la main. Beaucoup de litiges et du sang ont été versés. À ce jour, nous ne sommes plus à ce stade. Nous demandons juste un franc symbolique. C'est donc pour trouver des solutions à ces litiges fonciers que l'autorité administrative a convoqué une troisième réunion de concertation ce jeudi. Seul point à l'ordre du jour, fixer le taux du franc symbolique que devra verser chaque habitant pour rentrer en possession d'un titre foncier. Nous avons débattu et les populations ont compris qu'il est important d'avoir leur morcellement afin d'avoir leur titre foncier. Mais ce qui coince maintenant, c'est le franc symbolique à payer pour avoir son morcellement. À la dernière réunion, les populations ont proposé 1000 francs le mètre carré. Il était question pour la famille titulaire responsable de ce titre foncier de décider. Au terme de ce conclave, l'on retient que les populations de ce quartier doivent s'accorder avant la prochaine rencontre qui aura lieu dans une douzaine de jours. Et à Ebolova, dans la région du sud du Cameroun, les travaux de construction des routes engagées depuis 14 mois continuent de piétiner. Le gouverneur de la région du sud a fait ce constat lors d'une visite des chantiers il y a quelques jours. Pourtant, apprend-on, la réalisation de ces travaux va contribuer à abréger les souffrances des populations, notamment celles du département du Dja et Lobo. Dans la région du sud du Cameroun, nous retrouvons Roger Takala et Florian Fandjou. Ce petit village est situé dans le département du Ndja et Lobo, région du Sud. Les populations de cette localité ont encore du mal à rallier la ville. Et pour cause, les routes ici sont impraticables. Toutes les souffrances que nous menons ici, je n'ai jamais rencontré. On avait des problèmes d'écoulement des projets pour commencer. Et puis, pour se déplacer, il fallait qu'on passe, par exemple, 3 à 4 jours avant que d'arriver. Face à cette situation, des travaux de réfection des différents axes routiers ont été entrepris, notamment sur les axes San-Melima et Ebolova, Zouetele, Kolyob et la construction d'un pont sur la Lobo et bien d'autres.
Seulement 17 mois après le début des travaux, les chantiers n'ont presque pas évolué. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, je dirais, elle est propre à l'entreprise. Parce que en termes d'organisation, s'entend, et puis en termes de mobilisation. Un autre problème, c'est celui lié à la libération de l'emprise. Donc nous sommes entrés sur chantier sans que le moindre 1 mètre carré ne soit libéré officiellement. Donc nous attendons que cette libération soit effective et que l'entreprise en soit notifiée. Il y a quelques jours, le gouverneur de la région du Sud a entamé une visite d'évaluation sur les différents chantiers. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux. Toutes les entreprises ont du retard sur le terrain. Elles ne sont pas suffisamment mobilisées. Et mes instructions sont allées dans ce sens-là, à savoir qu'elles doivent rattraper le retard consommé, elles doivent accélérer l'exécution des travaux par une plus grande mobilisation, n'est-ce pas, de matériel sur le terrain et par un recrutement massif. Une initiative qui viendra sans doute redonner du sourire à ces populations qui avaient perdu tout espoir. Le Fonds monétaire international, le FMI, qui vient de séjourner au Cameroun, a remis à l'ordre du jour le débat sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe. La mission du FMI a exprimé sa préoccupation au sujet des subventions des produits pétroliers qui, estiment-elles, sont coûteuses et difficiles à justifier et surtout qu'elles ne bénéficient pas aux pauvres. Par conséquent, le gouvernement camerounais devrait supprimer ces subventions au profit des programmes de transferts sociaux mieux ciblés. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. En politique, Élections Cameroun annonce la reprise des inscriptions biométriques sur les listes électorales pour le 22 mai de cette année. C'est le contenu d'un communiqué signé par Sani Tanimou, le directeur général de l'ECAM. Le même communiqué fait savoir que l'opération va courir jusqu'à la convocation du corps électoral en vue des législatives et des municipales, comme le prévoit d'ailleurs la loi. La distribution des cartes électorales disponibles commencera également le 22 mai de cette année, précise-t-on. Un autre chantier pour Élections Cameroun après les sénatoriales qui restent vivement critiquées par la société civile. On peut noter que le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme critique cette consultation électorale. Corruption, non-respect du genre et autres trafics, c'est autant de réserves qui sont contenues dans le rapport présenté par ce réseau ce jour à Yaoundé. Yannick Mbazoa. D'entrée de jeu, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme dénonce la pratique de corruption observée au cours de ces élections sénatoriales du 14 avril. La pratique de la corruption qui continue, puisque par endroits, des électeurs ont été amenés à présenter le bulletin du parti pour lequel ils n'ont pas voté contre échange d'argent. Ensuite, il dénonce l'interdiction du Conseil national de la communication aux médias de publier les tendances de ces élections. Nous avons constaté par exemple que le Conseil de la communication a pris la décision d'interdire la publication des résultats par les médias publics et privés en violation des dispositions de l'article 113 qui voudrait qu'après le dépouillement, que les résultats soient rendus publics. Autre fait dénoncé, l'attribution des frais techniques de l'ordre de 50 000 francs CFA aux conseils municipaux. Les conseillers municipaux qui ont pourtant reçu 50 000 ont été transportés dans les véhicules des communes et on se demande à quoi servaient les 50 000. Et par ailleurs, quand on fait la comparaison, un conseiller municipal par exemple qui est dans un village comme Adjala à l'Est a dépensé presque 90 000 dans les bas-mots pour participer au processus à ces élections, alors qu'un conseiller municipal par exemple de Douala de Yaoundé aurait dépensé 1 000 francs. Alors pourquoi est-ce qu'on a fixé un taux unique pour tout le monde? Il dénonce enfin le non-respect du secret de vote. Et pour ce qui concerne le secret de vote, on a constaté par endroit que le secret de vote a été violé. Ce rapport, publié ce jeudi 16 mai 2013 par le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, dénonce aussi le non-respect de la question genre lors des nominations des 30 sénateurs par le président de la République le 8 mai 2013.
Et la ville de Douala, dans la région du littoral, a désormais son monument de la réunification. Après Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, l'inauguration de cet ouvrage a eu lieu à Sodiko, c'est à Bonaberi, dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. C'était ce jeudi 16 mai. Parmi les autorités administratives, il y avait le gouverneur de la région du littoral, Jean-John Impec, et Serge Alain Otto. Voici la nouvelle curiosité et attraction de Douala. Nous sommes à Bonaberi, dans le 4e arrondissement. La place est le monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Véritable représentation du patrimoine culturel et symbolique du peuple Sawa. L'œuvre, de par sa situation, fait déjà le bonheur des riverains. Je suis très content parce que le cinquantenaire de la République se trouve à Sodiko et moi j'habite Sodiko. On a dit Sodiko a gagné, Sodiko regorge de beaucoup de personnalités. Donc c'était la bienvenue. Aujourd'hui quand on est venu inaugurer, c'est un plaisir pour tout Sodiko et toute sa population. Sur le monument, on peut reconnaître la cloche, le caïman, la pirogue. Autant d'éléments qui symbolisent l'héritage traditionnel du peuple Sawa. Sur cette plaque descriptive de l'œuvre, de nombreux renseignements sur notre passé, qui font courir même les enseignants. J'aimerais avoir quelques notions concernant l'historique de ce monument. Et ça pourra me permettre un peu de renforcer la culture historique de mes élèves. Et en cette période d'examen officiel, les élèves se sentent encore plus concernés. Je suis en train de relever les notes pour le monument du cinquantenaire du Cameroun. Donc je relève comment ça s'est passé, ce qui symbolise tous ces objets qui sont au-dessus du monument. Bâti à Sodiko, juste à la confluence Nouvelle Route et Ancienne Route de Bonaberi, le monument promet d'être un haut lieu de rencontre grâce à ses bancs publics. Pour immortaliser ces moments, une dizaine de photographes ont même déjà pris possession du site. C'est une occasion pour moi de me rattraper et de faire les images pour tous ceux qui aimeraient garder ce souvenir. Je pense que l'occasion est très bien choisie, malgré que nous avons attendu ce monument en décembre pour autant faire des images que possible. L'œuvre dessinée par un homme banqueux, aujourd'hui propriétaire de la communauté urbaine de Douala, de par sa symbolique, mérite et interpelle le civisme de tous ceux qui, au-delà de jeter un regard. En éducation, c'est environ 190 candidats aux examens officiels relevant de l'office du baccalauréat qui sont au bord de l'élimination et leur est reproché d'avoir déposé leur dossier de candidature hors délai et par conséquent, ils doivent régulariser leur situation, prévient ainsi le directeur de l'office du bac. Zachary Mbadjogo a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. À Yaoundé, justement, nous retrouvons Marcelin Gangsop. Risquent d'échouer à leur examen avant même d'avoir composé. Leur péché est d'avoir acheminé tardivement leur dossier après le déroulement des épreuves d'EPS rendues obligatoires cette année. Pour la plupart, avoir une note DPS. Le coefficient c'est 2. Et si jamais quelqu'un n'a pas cette note, normalement l'examen ne comptera pas. L'absence à une épreuve obligatoire est un motif péremptoire d'élimination. Pour cette session 2013, ce sont 320 815 candidats, toutes filières confondues, qui sont à la quête des diplômes relevant de l'office du baccalauréat du Cameroun. Parmi eux, 252 536 relèvent de l'enseignement secondaire général, soit 78,11%, et 279 de l'enseignement secondaire technique, soit un pourcentage de 21,26%. Malgré le faible taux d'accroissement des inscrits, qui passe de 7,83% en 2012 2013, le nombre de candidats, à savoir 320 815, est le plus élevé depuis la création de l'office du bac. À quelques jours du début des examens, le directeur de l'office du baccalauréat du Cameroun se veut rassurant. Toutes les dispositions ont été prises à temps et à tous les niveaux, afin que la session en cours
connaissent un dénouement plus heureux que celui des années antérieures. À l'heure qu'il est, le matériel de composition est déjà sur le terrain. Et les listes des candidats sont également sur le terrain, ainsi que les horaires. Les intervenants aux examens ont déjà été nommés par le ministre des Enseignements secondaires. Actuellement, nous procédons, mes équipes sont sur le terrain pour procéder à la formation de ces intervenants. Et nous croyons que tout se passera bien. La balle est désormais dans le camp des candidats. Et toujours dans l'enseignement, la recherche scientifique Broie du Noir au Cameroun, manque de financement, plateau technique réduit entre autres. Les chercheurs camerounais sont dans un véritable panier à crabes. Le constat a été fait au cours de leur rentrée scientifique hier à Yaoundé. Yannick Mbazoua. Le pas est majestueux et authentique, mais un pas qui ne reflète pas du tout l'atmosphère nauséabonde qui entoure le milieu de la recherche scientifique camerounaise. Les chercheurs ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus parce qu'on est limité dans tout ce qu'on fait. Par exemple, on nous demande de publier des articles pour pouvoir changer de grade. Et parfois même, on n'a pas de moyens pour pouvoir publier parce que les publications sont payées. La dégradation des termes d'essence a fait que cette recherche qui était naissance a plongé. Le plongeon a amené avec lui des cerveaux qui étaient des cerveaux d'une recherche naissante, sont partis à enrichir d'autres pays. Conséquence, c'est à peine si les chercheurs camerounais jouissent des fruits de leur travail. On a des problèmes, je vais dire de salaire, parce qu'on nous a recrutés là. On a des petits différends. Ceux qui ont été recrutés avec nous ont peut-être des salaires de 200 et d'autres ont des salaires de 100. Donc ça démotive. En cette première édition de la rentrée scientifique, les sénateurs de la science ont profité de l'occasion pour porter haut leur amertume, histoire d'attendre du gouvernement une prise en charge effective. Mais je pense que c'est par la grâce que le président va nous accorder, parce qu'on appelle là sa grâce, qu'il puisse signer le statut des chercheurs. Sur le thème « La recherche et l'innovation en Afrique à l'aube du XXIe siècle, constats, enjeux et défis », la leçon inaugurale qui a meublé ces assises a été fort révélateur du malaise qui sévit dans le monde de la recherche scientifique. Au cours de cette rentrée scientifique, 26 chercheurs ont été promus au grade supérieur, soit 14 au grade de chargé de recherche et 12 promus au grade de directeur de recherche. Et du sport football pour refermer la première partie de ce journal. D'abord, la succession de Jean-Paul Akono à la tête des Lions indomptables du Cameroun continue de faire parler d'elle. Notons que le vieux lion Albert Roger Mila dit non au choix d'un expatrié pour manager l'équipe nationale fagnon. Très fâché, l'ambassadeur itinérant dit réserver un traitement particulier à tout sorcier blanc qui lorgne la place de l'actuel coach Jean-Paul Akono. Jean-Paul en appelle un autre. Je vous propose ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables n'a pas encore été nommé, mais l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila lui promet déjà l'enfer sur terre si jamais ce dernier met les pieds au Cameroun. On ne peut pas nous obliger à ne pas prendre un entraîneur étranger et vont le payer combien? On n'arrive pas à donner 15 millions à Akono. Combien ils vont le donner? Donc, juste à cet entraîneur de rebousser chemin parce que nous allons le taper s'il va rentrer. Pour le héros d'Italie 90, l'heure est venue pour la camerounisation complète de l'encadrement technique de l'équipe nationale fagnon de football du Cameroun. Le comité de redressement a demandé au chef de l'État le staff camerounais. Il nous a donné ce staff camerounais. Nous insistons que ce staff camerounais continue jusqu'à ce que nous voyons qu'ils sont faibles, ils sont nuls, qu'ils ne peuvent pas gérer. Là, ils partiront. Et c'est la préférence pour les entraîneurs expatriés au détriment des nationaux qui fait rugir le vieux lion indomptable. Si vous refusez de donner 15 millions à Kono qui est meilleur que Domenech, je suis désolé. Et le peuple va insister sur qu'aucun autre entraîneur européen ne vienne entraîner le Cameroun ici, tant que nous avons de grands entraîneurs dans notre pays. Le coup de gueule de notre Roger Mila national intervient dans un contexte où une mission, ministère des Sports, ministère des Finances, FECAFOOT et autres organes affiliés, vient de séjourner en France pour auditionner des potentiels successeurs au poste de Jean-Paul Akono. Les éventuels nominés de la shortlist, les Français Antoine Comboiré, Raymond Domenech, Pierre Lechantre, l'Allemand Volker Finke ou tout autre expatrié qui guetterait la place de Jean-Paul Akono sont donc avertis et savent à quelle sauce ils seraient mangés s'ils succèdent à notre Magnuson national.
Autour de Jean-Paul Akono, la dynamique solidaire du Comité citoyen pour le redressement du football camerounais est bien en marche. Regroupement des Lions du Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Jean-Paul Akono vient de publier la liste des 25 joueurs, parmi lesquels 2 bleus qui font leur entrée dans la tanière. L'actuel coach a pris de court la Fédération camerounaise de football et le ministère camerounais des sports en publiant une liste en marge du circuit habituel. Une fois encore, Jean-Paul Chouniat. Dans un contexte marqué par le recrutement en cours d'un nouvel entraîneur-sélectionneur pour les Lions, Jean-Paul Akono prend de court la FECAFOOT et le ministère des Sports en publiant une liste de 25 joueurs pour la campagne internationale dans laquelle l'équipe nationale se prépare pour le match amical contre l'Ukraine le 2 juin, les chocs des 9 et 16 juin contre le Togo et la RDC en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Dans sa démarche, notre Manusson national a publié sa liste via les réseaux sociaux et les médias. Du moins, ses principaux employeurs ont eux aussi été surpris par la publication de cette liste. Au dire de la FECAFOOT et le ministère de tutelle, Jean-Paul Akono n'a pas respecté le circuit habituel, à savoir faire parvenir la liste à la FECAFOOT aux fins de dresser des notifications aux 25 Lions convoqués. À l'analyse de certains observateurs, l'actuel coach des Lions aurait agi dans l'intention de mettre dos au mur les autorités en charge du sport et du football. Vraisemblablement, Jean-Paul Akono n'en serait pas à son premier coup. Contre le Cap-Vert en éliminatoire de la CAN 2013, il aurait utilisé les mêmes canaux avant que la FECAFOOT ne publie la liste. Du moins, même si la méthode Akono embarrasse les autorités, sa liste en elle-même présente une nouvelle configuration avec l'entrée de 2 bleus dans la tanière, Sami Ndiok, gardien de but en Turquie, et le milieu de terrain Raoul Loé de la Liga espagnole. L'on note surtout le retour de Paul Aloe-Foulou et Eyon Enotarkan, éloigné de la tanière depuis des lustres. Du reste, tous les habitués de la tanière sont convoqués. Le capitaine Samuel Etofis, Benjamin Moukanjo, Léonard Kweko, Yannick Dieng, Fabrice Olinga, Bouta Doncho, Vincent Aboubakar à la ligne de l'attaque. Au milieu de terrain, Alexandre Son, Stéphane Bia, Jean de Makoun et Joël Matip. En défense, un absent, Pierre Wemelend. Figure dans ce compartiment Aurélien Chedjou, Henri Bedimo, Dani Nunke, Jean-Amel Kanabiyik, Nicolas Nkoulou, Benoît Souekoto, Alan Roméo Nyom et Benoît Angwa. Dans les buts, Charles Itan complète le trio de gardiens aux côtés de Sami Ndiok, le newcomer, et Loïc Fodjou de Coton Sport de Garoua, le seul joueur du championnat local retenu dans cette liste. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour le débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat avec nous ce soir, le docteur Pierre Alaka. Alaka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fiscaliste, expert en finances publiques. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Une mission du FMI, le Fonds monétaire international, qui vient de séjourner au Cameroun, recherche la suppression des subventions des produits pétroliers, pour parler de manière assez compréhensible. Comment est-ce que vous comprenez cette exigence? Ce n'est pas une exigence, c'est tout simplement le gangstérisme financier international, dans la mesure où ce débat a été évoqué l'année dernière à la même époque, et pour moi il a été clos. Je suis étonné qu'aujourd'hui le FMI revienne dessus, alors qu'a priori rien ne prédispose le Cameroun à une telle envolée. On nous parle d'augmentation des prix du carburant, je crois que c'est pas possible. Est-ce que c'est une conséquence directe si jamais on viendrait à supprimer cette subvention? Est-ce que cette suppression entraînerait forcément la hausse du prix du carburant à la pompe? D'abord, il n'y a pas de subvention. J'ai déjà eu à expliquer sur ce point. Il n'y a pas de subvention. Je peux vous affirmer. Comment est-ce que vous qualifiez l'intervention de l'État? C'est un soutien État. C'est un soutien État sous la forme d'une dépense fiscale, c'est-à-dire d'une réduction d'impôts que la Sonara consent pour supporter cette charge-là. En réalité, l'État ne supporte pas cette charge. Et je suis très étonné que des gens aussi sains de corps et d'esprit puissent affirmer des choses aussi graves dans un État où aujourd'hui on ne peut pas penser que nous sommes à l'ère d'avant les années 60. Je peux vous affirmer ici et de manière solennelle que cette augmentation de prix de carburant n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de subvention. Je peux vous donner des petits exemples très simples. L'année dernière, à la même époque, on nous a dit que le gouvernement camerounais a dit à supporter 1200 milliards, dont 400 milliards pour le premier semestre 2012. Aujourd'hui, le FMI nous dit que c'est 944 milliards qui ont été supportés, pour 333 milliards pour toute l'année 2012.
Alors cette guerre des chiffres-là pose déjà un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la subvention est une dépense budgétaire qui obéit à un principe d'engagement, de liquidation et de paiement. Si le directeur général du budget, qui l'année dernière a affirmé qu'il y avait 400 milliards, qui avait été payé au premier semestre 2012, et que le FMI nous dit non, ce n'est pas 400 milliards, c'est 333 milliards, eh bien, que le directeur général du budget nous sorte le virement qu'il a fait pour le compte de la Sonara, tout au moins pour les 333 milliards que reconnaît le FMI. Ça veut dire que là, il y a un problème extrêmement grave qui montre que s'il ne maîtrise pas les chiffres, ça veut dire qu'il n'y a pas eu subvention. Subvention étant entendue comme une dépense budgétaire qui a été constatée, engagée, liquidée et payée. Il n'en est rien du tout. Et d'autre part, il est facile à vérifier si le ministère des Finances a payé cette subvention à la Sonara, et bien que le ministère des Finances nous sorte des facsimilés, et pour que le peuple camerounais consente qu'effectivement l'État supporte une charge inutile pour eux, le peuple, et que la Sonara en retour présente les facsimilés dans les relevés de compte où cette subvention a été effectivement versée. Je puis vous affirmer qu'il n'en est rien du tout. Docteur Pierre Alaka, vous affirmez avec beaucoup de force et de détermination qu'il n'y aura pas hausse du prix du carburant à la pompe parce que vous reconnaissez qu'il n'y a pas de subvention, mais il y a tout de même une intervention de l'État par un mécanisme de péréquation au niveau de l'imposition. Mais maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un test à l'opinion parce que l'année dernière, on a assisté à une sorte de ballon d'essai lorsque le directeur de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures a fait une sortie pour marquer de manière incontestable qu'il y aurait un relèvement du prix du carburant à la pompe. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cette exigence ou alors cette recommandation du FMI participe d'un test à l'opinion nationale? Moi, je crois que le FMI s'est substitué au gouvernement camerounais, tout au moins à une partie du gouvernement camerounais, qui a tenté l'année dernière ce test, comme vous l'appelez si bien. Et aujourd'hui, le FMI dit, OK, moi, je suis le plus fort, je vais venir et je vais imposer ça au reste du gouvernement qui n'est pas d'accord. Parce qu'il peut vous dire que sur ce point, le Cameroun est divisé. Il y en a qui pensent que c'est du bluff, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je fais partie de cela. Et je pense en plus que cette subvention qui n'existe pas, vous l'avez dit tout à l'heure, n'est qu'une dépense fiscale, c'est-à-dire... Tous les cas, j'ai repris ce que vous avez dit. Voilà. Donc, je peux vous dire que quand on regarde les affirmations du FMI, qui lui parle de 333 milliards en 2012, alors que l'année dernière, on nous a parlé de 400 milliards en 2012. Il y a pratiquement 67 milliards qui flottent. Moi, je pense que la CONAC doit s'intéresser à ce problème. S'il y a eu dépenses budgétaires, il faut bien qu'on voit clairement où cette dépense est allée et à qui elle a profité. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le peuple pourra accepter qu'il y a eu effectivement subvention et maintenant imaginer la possibilité d'accepter une hausse de carburant. Parce que la hausse du carburant serait néfaste à l'économie camerounaise, néfaste au système social camerounais, étant entendu que l'État a le pouvoir dans un État, dans l'État où il gouverne, de mettre en place des politiques qui peuvent être des politiques économiques, des politiques financières et des politiques sociales avec l'impôt. Dans le cas d'espèce, l'État a décidé de mettre en place des politiques sociales. Je vous dis quelque chose. Le FMI nous dit de 2008 à 2013, il y a eu 944 milliards qui ont été payés, soit 7,4% du PIB. C'est trop. Vu de la sorte, ils ont raison et ça peut faire réfléchir. Mais malheureusement, ils ont tronqué les chiffres. Ils ont menti et grossièrement. Parce que lorsqu'ils prennent une masse de 944 milliards, pour 944 milliards correspondent à 5 années de subventions entre guillemets. Maintenant, ils rapportent les 944 milliards au PIB d'une année. Ils trouvent 7,4%. Malheureusement, il fallait rapporter les 944 milliards, si ça a été payé, au PIB des 5 dernières années.
on aurait à peu près 1,4%. Or, si l'État consent à supporter pour 1,4% la pauvreté de ses citoyens, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Vous soutenez, vous semblez être assez suspicieux par rapport à cette autre mission du FMI au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de choses en sourdine, des non-dits? Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup. Est-ce que le FMI encouragerait le Cameroun à supprimer progressivement ces subventions et à les remplacer par des programmes de transferts sociaux mieux ciblés? Vous savez, les Occidentaux ont une technique de négociation. Ils viennent avec la carotte et le bâton. Lorsque vous prenez la carotte, ça va, le problème ça va, vous êtes gentil, c'est bon. Le bâton, il le laisse glisser au sol. Lorsque vous ne prenez pas la carotte, il sort le bâton. Et je crois que la question importante aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Afrique, en général, c'est les accords de partenariat économique. Il est entendu que ces accords sont mauvais, dangereux pour la survie de nos économies. Et le Cameroun s'en est rendu compte, quoiqu'ayant paraphé les accords d'étape. Donc il est question aujourd'hui qu'on revisite ce texte-là, et s'il n'est pas revisité, ben, tant qu'à faire, advienne que pourra. Et moi, je partage ce point de vue. Parce qu'on ne peut pas faire des accords, signer des accords inégaux, le petit Cameroun avec la grosse Union européenne, ce n'est pas possible. Donc le fait que Madame Elombat, qui est l'expert en chef du Cameroun dans cette affaire-là, ait eu à dire clairement aux représentants de l'Union européenne, pendant que le FMI était en mission ici, eh bien, ça va tout de suite, le bâton étant le FMI. Voilà. Il y a un lien entre les deux. Oui, mais l'un est le gendarme de l'autre. C'est clair, le FMI n'est pas là pour nous. Si le FMI était là pour nous, nous avons passé 20 ans d'ajustement structurel où ils ont été à l'origine de notre politique économique, de notre politique financière. On ne peut pas s'imaginer que 20 ans après, ils n'aient pas réussi à redresser ni la politique économique, ni la politique financière. Ils nous ont plongé dans une autre politique qu'on appelle les pays pauvres très endettés. Si jamais nous-mêmes, on s'était restructuré, on aurait mis en place nos canevas de travail et de développement, on s'en serait sorti. Et ce n'est pas les pistes qui manquent. Il y a tellement de pistes. La première, on parle aujourd'hui de l'augmentation du pétrole en aval. Je souhaite que le FMI parle aussi de l'augmentation de ce qui a trait au pétrole en amont, c'est-à-dire les royalties qui doivent être versées au gouvernement camerounais par les entreprises qui sont déjà des entreprises offshore, qui font de l'exploration pétrolière et qui s'octroient des licences. C'est-à-dire parce qu'ils ont trouvé le pétrole dans le sous-sol camerounais, ils ont trouvé des minéraux, le diamant et tout, ça devient leur propriété. Il faut d'abord que le FMI nous indique que ces contrats sont mauvais et qu'il faille les arranger. Ce serait une piste importante qui va booster notre développement. À l'arrivée, le Cameroun a un sous-sol riche, comme d'ailleurs la plupart des pays d'Afrique, un sol riche et ça ne lui profite pas. Voilà une autre piste. Et il y a même d'autres pistes, les multinationales qui écument nos circuits économiques avec des comptes offshore, des entreprises offshore, et tout ça sur la base des prix de transfert. Mais le FMI devrait nous dire, écoutez, maîtrisez les prix de transfert pour que votre fiscalité soit opérationnelle, porteuse, productrice, de sorte que votre pays puisse se développer rapidement. Quelle est cette fixation au niveau du pétrole? Je vais terminer. La fixation, c'est que quand on va augmenter le pétrole, fatalement, les gens ils vont descendre dans la rue, ça va créer des tensions sociales, et puis tout ce qui peut arriver va arriver, parce qu'ils vont accélérer la procédure de cette affaire-là. Le but pour moi, et on va nous envoyer la communauté internationale pour dire, voilà, le monsieur de Toudi, il viole les droits de l'homme, c'est monté, c'est descendu. Pour terminer rapidement et pour permettre à nos nombreux téléspectateurs de comprendre à quel titre le Fonds monétaire international continue d'agir au Cameroun, parce qu'on a remarqué ces derniers temps qu'il a multiplié des missions, et alors que le Cameroun n'est plus sous ajustement structurel. Ou dit comme ça, c'est facile à comprendre, mais non. Le Cameroun n'est pas sorti du cycle infernal du FMI, parce que ces gens qui n'aiment pas l'Afrique et qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe, lorsqu'ils sont chez vous, ils ne veulent plus en ressortir. Et c'est ça qu'il faut savoir. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit de manière verbale que les politiques d'ajustement structurel sont finies parce que nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est pour ça
que nous, aujourd'hui, nous devons dire non à ça. Nous devons dire non à ça et aider nos dirigeants à être plus forts pour résister à une telle bourrasque qui contribue à appauvrir davantage les Camerounais. On ne peut pas comprendre que, justement, le FMI présente une telle incompétence, une telle nullité dans la manipulation des chiffres, dans l'interprétation des chiffres et dans les analyses de politique économique. On ne peut pas comprendre que le FMI, dit-on, qui a les meilleures économies du monde, à ça j'en doute, nous disent aujourd'hui que si on augmente le carburant, alors on va dégager des bénéfices qui vont permettre de développer le pays, c'est-à-dire d'investir dans des grands travaux, dans des programmes etc. Alors que le même FMI, pendant les politiques d'ajustement structurel, nous avait imposé de privatiser toutes nos entreprises publiques stratégiques. Et moi, je pense, soit si le président de la République décide d'augmenter le prix du carburant, ce qu'il ne ferait pas, je pense que la première chose qu'on ferait, c'est d'abord de renationaliser toutes nos entreprises publiques qui avaient été privatisées, et puis après, on verra. Merci, Dr Pierre Alaka. J'espère que vous avez été écouté. Vous êtes expert en finances publiques, vous êtes fiscaliste. Merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur le programme. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.